Mariana Cardoso dos Santos n'aurait jamais imaginé que sa vie se terminerait ainsi. Née à São Paulo, au Brésil, en 1991, elle a grandi dans le quartier de Capão Redondo, l'un des plus difficiles de la ville. Son enfance a été marquée par la violence, la pauvreté et la lutte constante pour la survie qui caractérisaient la vie de millions de personnes dans les périphéries urbaines du Brésil. Sa mère travaillait comme femme de ménage dans des maisons riches de la ville, tandis que son père avait disparu quand Mariana n'avait que 5 ans, ne laissant derrière lui que des dettes et des promesses non tenues. Malgré ces difficultés, Mariana possédait quelque chose de rare, une intelligence exceptionnelle associée à une beauté saisissante. Ses professeurs ont très tôt remarqué son potentiel. Elle excellait en mathématiques et en langue, apprenant l'anglais toute seule, en regardant des films américains sous-titrés et en s'entraînant à prononcer les mots dans sa petite chambre. À l'âge de 17 ans, elle parlait portugais, anglais et avait commencé à apprendre l'espagnol. Son rêve était simple mais semblait impossible. Échapper au cycle de la pauvreté qui piégeait sa famille depuis des générations. Après avoir terminé le lycée, l'université restait financièrement hors de portée. Mariana a donc occupé plusieurs emplois simultanément. Elle vendait des cosmétiques en faisant du porte-à-porte le matin, travaillait à la réception d'une salle de sport locale l'après-midi et passait ses soirées à servir dans un restaurant de Villa Madalena, un quartier bohème fréquenté par des artistes, des touristes et des Brésiliens aisés. C'est là, parmi les œuvres d'art urbains colorées et les bars branchés, que sa vie allait prendre son premier tournant majeur. Le restaurant attirait une clientèle internationale. Des hommes d'affaires étrangers, des expatriés et des voyageurs remplissaient les tables tous les soirs. Mariana a rapidement appris à naviguer entre différentes cultures, à charmer les clients pour qu'ils laissent de généreux pourboires et à utiliser son intelligence pour engager des conversations qui allaient au-delà du simple service. Elle a compris que dans un monde structuré par les inégalités, la beauté et l'esprit pouvaient être utilisés comme des outils de survie. Pour elle, il ne s'agissait pas de manipulation, mais d'adaptation. Au début de l'année 2013, elle a rencontré Thomas Mitchell, un entrepreneur américain travaillant sur des projets d'infrastructure dans toute l'Amérique du Sud. Thomas avait 42 ans, venait de divorcer et se sentait seul dans un pays étranger dont il parlait à peine la langue. Mariana avait 22 ans, était ambitieuse et savait pertinemment que cet homme représentait une porte d'entrée potentielle vers la vie qu'elle désirait désespérément. Leur relation a commencé de manière informelle, par des dîners après son travail, des promenades dans le parc Ibirapuera, des week-ends à la côte. Thomas était captivé par son énergie, son rire et la façon dont elle le faisait se sentir jeune à nouveau. Pour Mariana, Thomas représentait une opportunité. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie civile au Cartório de São Paulo. La mère de Mariana pleura pendant la brève cérémonie, ne sachant pas si elle devait se réjouir ou s'inquiéter que sa fille épouse un homme 2 fois plus âgé qu'elle, et qu'elle connaissait à peine. 3 semaines plus tard, Mariana atterrit à l'aéroport international de Miami avec un visa de conjoint, 2 valises contenant tout ce qu'elle possédait et un cœur rempli à parts égales d'espoir et de calcul. La première année aux États-Unis fut une période d'adaptation. Thomas travaillait de longues heures à la gestion de chantiers de construction à travers la Floride, voyageant souvent pendant des semaines. Mariana restait dans leur modeste appartement de Coral Springs, apprenant par elle-même à naviguer dans la culture américaine à travers la télévision, les épiceries et les interactions avec ses voisins. Elle s'est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur communautaire où elle a suivi des cours d'administration des affaires et amélioré son anglais jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace d'accent. Elle était déterminée à s'intégrer complètement, à devenir indiscernable des Américains de souche. Mais le mariage n'était pas fondé sur l'amour, et les 2 parties le savaient, même si aucune ne le disait ouvertement. Thomas voulait de la compagnie et quelqu'un qui l'attende à la maison. Mariana voulait de la stabilité et un chemin vers la citoyenneté. Cet arrangement a fonctionné jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus.
Thomas a commencé à boire davantage, son tempérament ressortant lors de disputes au sujet de l'argent, du désir de Mariana de travailler à l'extérieur, du vide fondamental au cœur de leur relation. Il est devenu contrôlant, surveillant ses appels téléphoniques, la questionnant sur ses allées et venues, et l'isolant progressivement des quelques amis brésiliens qu'elle s'était fait en Floride du Sud. La violence a commencé par de petites choses. Une poussée pendant une dispute, une prise sur son bras qui lui a laissé des bleus. Des mots destinés à diminuer sa valeur, à lui rappeler qu'elle dépendait de lui pour tout, son statut juridique, son logement, sa survie dans ce pays étranger. Mariana a tout absorbé, calculant ses options. Elle ne pouvait pas simplement partir. Son statut d'immigrante était lié au mariage. Le divorce signifiait une expulsion potentielle vers le Brésil, vers la pauvreté qu'elle avait tant lutté pour fuir. Au lieu de cela, elle a commencé à planifier. Elle a documenté les abus à l'aide de photos de ses ecchymoses, a enregistré les disputes sur son téléphone et a tenu des journaux détaillés. Elle a consulté des avocats spécialisés en immigration pour connaître ses options et s'est renseignée sur les dispositions de la loi sur la violence contre les femmes qui pouvaient lui ouvrir la voie à une résidence indépendante de son agresseur. Mais surtout, elle a commencé à se construire une vie hors du contrôle de Thomas. Elle a trouvé un emploi dans une agence immobilière brésilienne à Fort Lauderdale, d'abord comme réceptionniste, puis rapidement dans la vente. Ses compétences linguistiques, sa maîtrise des cultures brésiliennes et américaines et son charisme naturel lui ont permis de mettre en relation des acheteurs internationaux avec des propriétés. L'argent lui a apporté l'indépendance. Pour la première fois depuis son arrivée aux États-Unis, Mariana avait son propre compte bancaire, ses propres revenus, son propre pouvoir. C'est grâce à l'immobilier qu'elle a rencontré les personnes qui allaient finalement causer sa perte. Certains clients n'étaient pas intéressés par des investissements immobiliers légitimes. Ils avaient besoin de moyens pour transférer de l'argent, obtenir un statut de résident légal grâce à la propriété immobilière, créer l'apparence d'une activité légitime tout en menant des opérations qui se situaient dans une zone grise juridique. Mariana ne posait pas trop de questions. Elle facilitait les transactions, mettait les gens en relation et percevait des commissions qui dépassaient de loin ce qu'elle gagnait sur les ventes standards. En 2015, elle a demandé le divorce. La procédure a été longue et difficile. Thomas a tout contesté, a engagé un avocat coûteux et a tenté de la faire expulser en affirmant que le mariage était frauduleux depuis le début. Mais Mariana s'était bien préparée. Ses preuves d'abus, combinées à son emploi stable et à ses liens communautaires, lui ont permis d'obtenir un visa U réservé aux victimes de crimes. Le divorce a été prononcé début 2016. Thomas a reçu l'ordre de rester loin d'elle. Elle était enfin libre, du moins le croyait-elle. La liberté que Mariana a gagnée grâce à son divorce était enivrante, mais de courte durée. Les frais juridiques avaient épuisé ses économies et le marché immobilier dans le sud de la Floride était devenu de plus en plus concurrentiel. Elle avait besoin d'argent, non seulement pour survivre, mais aussi pour s'épanouir, pour se prouver qu'elle avait vraiment échappé aux limites de son passé. Les commissions légitimes ne suffisaient plus. Elle avait besoin de quelque chose de plus substantiel, de plus lucratif. Elle s'est progressivement impliquée dans des transactions douteuses. Un client lui a demandé si elle pouvait l'aider à créer des sociétés écrans pour détenir des biens immobiliers. Un autre avait besoin d'aide pour ouvrir des comptes bancaires à l'aide de documents étrangers. Chaque demande la poussait un peu plus vers l'illégalité, mais l'argent était exceptionnel. En quelques mois, Mariana gagnait plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle a emménagé dans un appartement de luxe à Brickell, conduisait une BMW de location et portait des vêtements de créateurs qui ont complètement transformé son apparence. Mais ce style de vie comportait des risques qu'elle n'avait pas entièrement anticipés. Fin 2016, les enquêteurs fédéraux ont commencé à examiner un réseau de blanchiment d'argent opérant dans tout le sud de la Floride.
L'opération impliquait des ressortissants brésiliens qui blanchissaient les profits de la drogue par des achats immobiliers. Exactement le type de transaction que Mariana facilitait. Elle n'a pris conscience de l'ampleur de son implication que lorsque des agents du FBI se sont présentés un matin à son appartement avec un mandat de perquisition. Les preuves contre elle étaient substantielles. Les relevés bancaires montraient que des centaines de milliers de dollars transitaient par les comptes qu'elle contrôlait. Des emails détaillaient sa coordination d'achats immobiliers à l'aide de fonds provenant de sources suspectes. Plusieurs de ses clients avaient déjà été arrêtés et coopéraient avec les procureurs, fournissant des témoignages qui l'impliquaient directement. L'enquêteuse principale, l'agent spécial Diana Reeves, lui a exposé la situation avec une brutalité sans détour. Mariana risquait 20 ans de prison fédérale si elle ne coopérait pas. Le choix semblait évident. Mariana a accepté de fournir des informations sur les activités du réseau, d'identifier les principaux acteurs et d'expliquer le fonctionnement du système de blanchiment d'argent. Sa coopération était suffisamment précieuse pour que les procureurs lui proposent un accord. 5 ans de probation avec 2 ans d'assignation à résidence, suivi de 3 ans de liberté surveillée. Elle éviterait complètement la prison si elle respectait toutes les conditions. L'alternative était un procès qu'elle perdrait presque certainement et des décennies derrière les barreaux. En mars 2017, Mariana a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Le juge a accepté l'accord de plaidoyer, mais a clairement indiqué lors du prononcé de la sentence que toute violation des conditions de probation entraînerait une incarcération immédiate. Elle a été équipée d'un bracelet électronique à la cheville qui permettait de suivre sa position en permanence. Elle était confinée à son appartement, sauf pour les activités autorisées, travail, rendez-vous médicaux, séances de conseil imposées par le tribunal et contrôle hebdomadaire auprès de son agent de probation. Le bracelet électronique est devenu le symbole de son existence emprisonnée. Elle était libre légalement, mais pratiquement incarcérée, incapable de quitter son domicile sans autorisation, incapable de voyager, incapable de mener une vie normale. Sa carrière dans l'immobilier était terminée. Aucune entreprise n'employerait une personne condamnée pour blanchiment d'argent. Elle a survécu grâce à ses économies qui ont rapidement fondu et a accepté des missions de traduction en freelance qui couvraient à peine son loyer et ses dépenses de base. L'isolement a engendré du ressentiment. Mariana passait des heures seule à parcourir les réseaux sociaux, regardant d'autres personnes vivre la vie qu'elle avait brièvement goûtée. Mais plus que tout, elle pensait à Thomas. Dans son esprit, il était devenu l'architecte de toutes ses souffrances. S'il n'avait pas été violent, s'il n'avait pas essayé de la faire expulser, s'il ne l'avait pas forcée à se retrouver dans des situations désespérées, elle n'aurait jamais fait les choix qui ont conduit à sa condamnation. Son raisonnement était erroné, mais le chagrin et la colère suivent rarement des chemins rationnels. Elle a commencé à surveiller Thomas de manière obsessionnelle à travers les réseaux sociaux et les registres publics. Il avait déménagé à Orlando, s'était remarié avec une femme nommée Patricia et travaillait pour une autre entreprise de construction. Sa vie avait continué tandis que la sienne s'était effondrée. L'injustice de la situation la consumait. Il l'avait battue, contrôlée, avait tenté de détruire son statut d'immigrante, mais n'avait subi aucune conséquence, tandis qu'elle portait un bracelet électronique et vivait dans une cage. Au cours d'une de ses séances de thérapie obligatoire, le conseiller a remarqué son obsession pour son ex-mari. Le thérapeute l'a averti que le fait de ruminer un traumatisme passé sans le traiter de manière saine pouvait conduire à des schémas de pensée dangereux. Mariana a acquiescé, a dit ce qu'elle devait dire pour satisfaire à l'exigence, mais intérieurement, elle avait déjà un plan. Elle ne savait pas exactement quelle forme prendrait sa vengeance, mais elle était absolument certaine que Thomas Mitchell paierait pour ce qu'il lui avait fait. L'occasion se présenta de manière inattendue. Son agent de probation approuva sa demande de se rendre à Orlando pour un entretien d'embauche dans une entreprise d'importation brésilienne.
C'était une opportunité légitime. Mais Mariana y voyait tout autre chose, une chance de se rapprocher de Thomas, de régler enfin la dette qu'il avait envers elle, selon elle. L'entretien d'embauche à Orlando était prévu pour le 15 juin 2018. Mariana a reçu l'autorisation de son agent de probation pour une période de 48 heures, suffisamment de temps pour se rendre en voiture de Miami, assister à l'entretien et revenir. Le bracelet électronique suivrait ses mouvements, mais tant qu'elle resterait dans le rayon géographique approuvé et reviendrait à l'heure, il n'y aurait aucun problème. Elle n'avait pas l'intention d'accepter le poste si on le lui proposait. L'entretien n'était qu'un prétexte, une justification légale pour ce qu'elle avait réellement l'intention d'accomplir. Avant de quitter Miami, Mariana a passé des semaines à faire des recherches sur la vie actuelle de Thomas. Elle a découvert qu'il vivait dans un lotissement appelé Meadow Creek, un quartier de classe moyenne situé à l'est d'Orlando. Sa femme Patricia travaillait comme hygiéniste dentaire et partait travailler tous les matins à 7h30. Thomas lui-même avait une routine prévisible. Il partait pour les chantiers de construction vers 6h15 chaque jour de la semaine et rentrait chez lui entre 5 et 6h du soir. Il n'avait ni enfant, ni chien, ni complications qui auraient pu interférer avec ce que Mariana avait prévu. Elle apprit également autre chose en consultant les archives publiques. Thomas avait été arrêté 2 fois depuis leur divorce pour conduite en état d'ivresse. La deuxième arrestation lui avait valu une suspension de permis et une obligation de suivre une thérapie pour alcooliques. Il continuait à boire, était toujours incontrôlable, toujours le même homme violent qu'elle avait fui. Cette information ne la dissuada pas, elle justifiait ce qui allait se passer. Il n'avait pas changé, n'avait rien appris, n'avait pas subi de conséquences proportionnelles aux dommages qu'il avait causés. Mariana se rendit à Orlando le 14 juin et s'enregistra dans un motel bon marché près de l'aéroport, bien à l'intérieur de la zone qui lui était autorisée. L'entretien fut sincère et se déroula raisonnablement bien, même si elle se montra délibérément médiocre, semblant suffisamment intéressée pour paraître légitime, mais pas assez impressionnante pour qu'on lui offre immédiatement le poste. Après cela, elle disposait de 24 heures avant de devoir reprendre la route vers Miami. Elle passa ce temps à mener une surveillance. Elle localisa la maison de Thomas, une modeste structure d'un étage avec un revêtement beige et un garage pour 2 voitures. Elle l'observa depuis sa voiture de location garée à 3 pâtés de maison alors qu'il rentrait du travail, notant qu'il s'était d'abord arrêté dans un magasin d'alcool, d'où il était ressorti avec un sac brun qui contenait sans aucun doute sa vodka du soir. Patricia est arrivée peu après, et les 2 voitures ont disparu dans le garage. Les lumières se sont allumées dans toute la maison. De l'extérieur, cela ressemblait à une soirée banale en banlieue. Mais Mariana savait mieux que quiconque. Elle savait ce qui se passait derrière ces murs lorsque Thomas buvait, la colère qui surgissait, la cruauté dont il était capable. Elle se demandait si Patricia subissait les mêmes abus ou si Thomas avait en quelque sorte changé de comportement avec sa nouvelle femme. Quoi qu'il en soit, se dit Mariana, ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas seulement une vengeance. C'était la justice, la responsabilité que le système judiciaire n'avait pas su assumer. Cette nuit-là, elle acheta des fournitures dans un Walmart ouvert 24 heures sur 24, de la corde, du ruban adhésif, un couteau utilitaire avec des lames de rechange, des sacs poubelles, des produits d'entretien et un téléphone portable prépayé. Elle paya en espèces, garda la tête baissée pour éviter les caméras de sécurité et retourna au motel. Le sommeil ne vint pas. Allongée dans son lit, elle regardait le plafond, sentant son cœur battre de plus en plus fort à mesure que son plan se précisait dans son esprit. Elle avait encore le temps d'abandonner, de retourner à Miami et de reprendre son existence restreinte. Mais la colère qui s'était accumulée au fil des mois d'isolement et de ressentiment était devenue une chose vivante en elle, qui exigeait d'être libérée. Le lendemain soir,
Le 15 juin, Mariana attendit que Patricia parte pour son service du soir, au cabinet dentaire où elle travaillait parfois tard. Thomas serait seul, probablement déjà ivre à 8 heures, lorsque Mariana s'approcha de la maison. Elle portait des vêtements sombres, des gants et une casquette de baseball enfoncée sur la tête. Le bracelet électronique continuait de transmettre sa position, mais elle se trouvait toujours dans la zone autorisée d'Orlando. Techniquement, elle ne violait aucune des conditions de son assignation à résidence. Elle frappa à la porte. Lorsque Thomas ouvrit, son visage exprima d'abord de la confusion, puis de la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. Avant qu'il n'ait pu parler, Mariana le bouscula pour entrer dans la maison. L'odeur d'alcool était insupportable. Ses yeux étaient déjà vitreux, ses mouvements légèrement désordonnés. Il était exactement comme dans ses souvenirs. Faible, pathétique, dangereux uniquement pour ceux qui étaient plus petits et plus vulnérables que lui. Ce qui s'est passé ensuite a été décrit plus tard avec des détails cliniques lors du procès. Mariana a profité de l'effet de surprise et de l'état d'ébriété de Thomas pour le maîtriser. Elle l'a attaché à une chaise de cuisine avec une corde. Le ruban adhésif a étouffé ses protestations. Puis, avec un sang-froid qui l'a elle-même surprise, elle lui a expliqué exactement pourquoi elle était là et quel prix il allait payer pour les années d'abus, pour avoir tenté de détruire sa vie, pour avoir échappé aux conséquences alors qu'elle souffrait. L'acte lui-même était brutal et délibéré. À l'aide d'un couteau utilitaire, Mariana mutila Thomas de la manière la plus intime et symbolique possible. Elle voulait qu'il porte sur lui une preuve physique permanente de ce qu'il lui avait fait subir psychologiquement. La violence était choquante par sa précision. Conçue non pas pour tuer, mais pour marquer de façon permanente, afin de s'assurer que chaque jour, pour le reste de sa vie, Thomas Mitchell se souviendrait de Mariana Cardoso et comprendrait que les actes ont des conséquences inéluctables. Une fois son geste accompli, elle a elle-même appelé le 911, signalant calmement qu'un incident s'était produit et que les services d'urgence étaient nécessaires. Elle s'est ensuite assise sur le canapé et a attendu l'arrivée de la police, les mains encore couvertes de sang, le couteau posé sur la table basse à côté d'elle. Les agents du département de police d'Orlando sont arrivés à la résidence de Meadow Creek à 20h47. Ils ont découvert une scène qui aurait hanté même les enquêteurs les plus chevronnés. Thomas Mitchell était conscient mais en état de choc sévère, toujours attaché à la chaise de cuisine, souffrant d'une hémorragie grave. Mariana était assise immobile sur le canapé, le regard vide, n'opposant aucune résistance lorsque les agents lui ont ordonné de se coucher au sol et lui ont passé les menottes. Le couteau utilitaire, comme l'ont confirmé plus tard les sacs de preuves, contenait à la fois le sang et les tissus de Thomas. Les ambulanciers ont transporté Thomas d'urgence au centre médical régional d'Orlando, où les chirurgiens ont travaillé toute la nuit pour tenter de réparer les dommages catastrophiques. Les blessures étaient compatibles avec la vie, mais allaient changer son existence à jamais. Les médecins ont témoigné plus tard que la mutilation avait été exécutée avec une connaissance anatomique troublante, sectionnant des structures spécifiques tout en évitant les artères principales qui auraient causé une perte de sang fatale. Selon le chirurgien en chef, l'auteur de ces faits voulait que la victime vive avec les conséquences de ses actes. Le détective Raymond Foster, un vétéran de 23 ans de la police d'Orlando, a pris la tête de l'enquête. Lorsqu'il a interrogé Mariana pour la première fois au poste de police, elle a renoncé à son droit à un avocat et a immédiatement avoué. Elle a décrit les abus qu'elle avait subis pendant son mariage avec Thomas, la façon dont il l'avait contrôlée et terrorisée, et sa conviction que le système judiciaire n'avait pas réussi à le tenir responsable. Elle n'a montré aucun remords, aucune émotion. Foster avait interrogé des centaines de délinquants violents au cours de sa carrière, mais la froide rationalité de Mariana le troublait d'une manière que les auteurs émotionnels n'avaient jamais fait. L'affaire a immédiatement attiré l'attention des médias nationaux. Les gros titres reprenaient tous la même histoire. Une Brésilienne assignée à résidence mutile son ex-mari dans une attaque de vengeance. Les chaînes d'information en continu ont débattu,
pour savoir s'il s'agissait d'une réponse extrême à la violence domestique ou d'une torture préméditée. Les groupes féministes étaient divisés, certains affirmant que Mariana représentait l'échec ultime des systèmes destinés à protéger les victimes de maltraitance, tandis que d'autres condamnaient ces actes comme indéfendables, quelle que soit la provocation. Patricia Mitchell, l'épouse actuelle de Thomas, a accordé une interview émouvante aux chaînes d'information locales. Elle a décrit son mari comme un homme changé, qui avait surmonté son problème d'alcoolisme et travaillé dur pour devenir une meilleure personne. Elle a affirmé ne rien savoir de son passé violent avec Mariana et a qualifié l'agression d'injustifiée et monstrueuse. L'interview a humanisé Thomas, ce qui a compliqué la perception du public sur cette affaire. Les procureurs ont inculpé Mariana de coups et blessures aggravés avec intention de défigurer, d'enlèvement et de violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Au total, ces accusations étaient passibles d'une peine de 30 ans à perpétuité. Son avocat commis d'office, un avocat surchargé de travail nommé Michael Ruiz, a immédiatement reconnu la complexité de la situation. Sa cliente avait commis un crime indéniablement brutal, mais le contexte de violence domestique prolongée créait des circonstances atténuantes potentielles que le jury pourrait prendre en considération. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines après l'agression. Thomas a comparu par vidéoconférence depuis un centre de réadaptation, son témoignage étant hésitant et manifestement douloureux. Il a reconnu que son mariage avec Mariana avait été difficile et a admis avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse après leur divorce. Cependant, il a nié avec véhémence avoir jamais abusé physiquement d'elle, qualifiant ces allégations de mensonges destinées à justifier son comportement criminel. En l'absence de témoins corroborants ou de dossiers médicaux datant de la période des abus présumés, son déni avait du poids. L'équipe de défense de Mariana était confrontée à un dilemme stratégique. Elle pouvait invoquer la défense pour cause d'aliénation mentale temporaire, en arguant que des années de traumatisme avaient provoqué un effondrement psychologique. Elle pouvait également reconnaître le crime tout en mettant l'accent sur les antécédents de violence, dans l'espoir de susciter la sympathie du jury et d'obtenir une réduction des charges. Mariana elle-même a compliqué ses stratégies en refusant d'exprimer des remords ou de se déclarer malade mentale. Elle a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle était pleinement consciente de ses actes et qu'elle estimait que Thomas méritait ce qui lui était arrivé. La juge Caroline Hendricks, chargée de l'affaire, était connue pour son interprétation stricte de la loi et sa patience limitée envers les appels à l'émotion. Lors des motions préalables au procès, elle a statué que si les preuves d'abus passés pouvaient être admises, elles ne constituaient pas une justification légale pour l'agression. Le message était clair. Quoi qu'ait fait Thomas il y a des années, la réaction de Mariana était criminelle et serait traitée comme telle. Le procès était prévu pour novembre 2018, ce qui donnait aux deux parties 5 mois pour se préparer. Pendant ce temps, Mariana est restée à la prison du comté d'Orange, détenue sans caution en raison du risque de fuite et de violation de sa liberté conditionnelle. Ironiquement, son bracelet électronique a fourni au procureur un enregistrement électronique complet de ses déplacements, confirmant qu'elle s'était rendue en voiture dans le quartier de Thomas et qu'elle y était restée pendant la période exacte de l'agression. La technologie destinée à garantir le respect de son assignation à résidence avait au contraire créé une chronologie irréfutable de son crime prémédité. En prison, Mariana a reçu des centaines de lettres. Certaines exprimaient leur soutien, partagèrent des histoires d'abus et applaudissaient de son courage à se défendre. D'autres la condamnaient comme un monstre qui avait commis un acte de violence sadique qu'aucun traumatisme antérieur ne pouvait excuser. Elle les a toutes lues avec le même détachement qu'elle apportait désormais à tout, comme si elle observait sa propre vie de très loin. Le procès a débuté le 12 novembre 2018 devant la cour d'appel du comté d'Orange. L'équipe du ministère public, dirigée par l'assistante du procureur général Rebecca Thornton,
a présenté son dossier avec une précision clinique. Elle a appelé à la barre des ambulanciers qui ont décrit la scène horrible à laquelle ils avaient assisté. Des chirurgiens qui ont détaillé l'étendue des blessures de Thomas et des experts médico-légaux qui ont confirmé la présence de l'ADN de Mariana sur l'arme et sur toute la scène du crime. Les preuves matérielles étaient accablantes et incontestables. La stratégie de Thornton s'est concentrée sur la préméditation. Elle a présenté le ticket de caisse Walmart montrant que Mariana avait acheté de la corde, du ruban adhésif et le couteau quelques heures avant l'attaque. Elle a montré les documents d'autorisation de probation, arguant que Mariana avait manipulé le système pour avoir accès à sa victime. Les relevés téléphoniques ont montré qu'elle avait recherché l'adresse et les habitudes quotidiennes de Thomas au cours des semaines précédentes. Il ne s'agissait pas d'une rupture émotionnelle soudaine, a fait valoir Thornton, mais d'une vengeance calculée et exécutée avec une précision sadique. Thomas a témoigné le 4e jour du procès. Il semblait affaibli, parlant calmement des dommages physiques et psychologiques permanents qu'il avait subis. Il a décrit son réveil à l'hôpital, la découverte de ce qui lui avait été fait et le traumatisme permanent de vivre avec une mutilation irréversible. Son témoignage était bouleversant par sa vulnérabilité. Patricia était assise au premier rang, pleurant ouvertement, renforçant l'image d'une famille détruite par la violence. Lorsque Thornton l'interrogea sur les allégations de maltraitance, Thomas maintint ses dénégations. Il admit avoir été un mari difficile, avoir trop bu et s'être disputé pendant son mariage. Mais il rejeta catégoriquement les accusations de violence physique, suggérant que Mariana avait inventé ces histoires pour justifier son crime et manipuler la sympathie du public. En l'absence de rapports de police ou de dossiers médicaux contemporains, la défense eut du mal à contrer sa version des faits. Michael Ruiz a dû mener un combat difficile pour présenter la défense de Mariana. Il a fait appel à un expert en psychologie de la violence domestique qui a expliqué les effets à long terme des abus prolongés, notamment le syndrome de stress post-traumatique et la manière dont les traumatismes peuvent influencer le comportement des victimes des années après la fin de la relation abusive. L'expert a témoigné que de nombreuses victimes ne signalent jamais les abus par peur, par honte ou par crainte des conséquences sur leur statut d'immigrant, ce qui pourrait expliquer l'absence de documents dans le dossier de Mariana. La défense a également mis en avant le casier judiciaire de Thomas. 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse, des preuves d'abus d'alcool continu et des problèmes de gestion de la colère, documentés par des consultations ordonnées par le tribunal. Ruiz a fait valoir que ces éléments établissaient un schéma de mauvais contrôle des impulsions et de comportements agressifs correspondant aux allégations d'abus de Mariana. Il a présenté des témoins de moralité qui ont témoigné avoir observé le tempérament instable de Thomas pendant le mariage, bien qu'aucun d'entre eux n'ait été directement témoin de violences physiques. Mariana elle-même a témoigné le 7e jour. Contre l'avis de son avocat, elle a insisté pour témoigner. Elle a parlé clairement et sans émotion, décrivant en détail les années d'abus qu'elle a subies, être poussée contre les murs, saisie à la gorge, giflée lorsque Thomas avait bu. Elle a expliqué comment il avait menacé de la faire expulser si elle le dénonçait, tirant parti de sa vulnérabilité en matière d'immigration pour s'assurer de son silence et de sa soumission. Elle a ensuite décrit l'isolement de l'assignation à résidence, qui lui rappelait les souvenirs d'être contrôlée et piégée pendant son mariage. Elle a expliqué que voir Thomas vivre librement alors qu'elle restait confinée avait créé une pression psychologique insupportable. Elle n'a pas invoqué la folie passagère ou la perte de contrôle. Au contraire, elle a déclaré clairement qu'elle avait choisi de lui faire subir les conséquences permanentes de ses actes, tout comme elle subissait les conséquences permanentes de ses propres crimes. Le contre-interrogatoire de l'accusation a été brutal. Thornton a forcé Mariana à reconnaître que sa condamnation pour blanchiment d'argent n'avait rien à voir avec Thomas.
que ses choix avaient conduit à son assignation à résidence et qu'elle aurait pu intenter des recours juridiques tels que des poursuites civiles ou signaler les abus passés aux autorités. Elle a fait admettre à Mariana qu'elle avait acheté le couteau spécialement pour l'attaque, qu'elle avait planifié chaque détail et qu'elle ne regrettait pas d'avoir mutilé un autre être humain. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 20 novembre. Thornton a décrit Mariana comme une prédatrice calculatrice qui a utilisé le prétexte de sa victimisation pour justifier la torture. Elle a rappelé aux jurés que la justice vigilante n'était pas du tout une justice et que la sympathie pour les souffrances passées ne pouvait excuser les mutilations actuelles. La loi existait précisément pour empêcher les gens de se faire justice eux-mêmes, quel que soit leur grief. Ruiz a plaidé avec passion pour que le contexte du traumatisme soit compris. Il n'a pas demandé l'acquittement, mais la reconnaissance du fait que les actes de Mariana, bien que criminels, étaient le résultat d'années de souffrance que le système n'avait pas su traiter. Il a plaidé pour la peine minimale, soulignant qu'elle avait déjà tout perdu et qu'elle passerait des années, voire des décennies, en prison, quel que soit le verdict. Le jury a délibéré pendant 11 heures sur 2 jours. À son retour, le verdict était unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Mariana n'a montré aucune réaction lorsque la présidente du jury a lu la décision. Le juge Hendricks a fixé la date du prononcé de la peine au 15 décembre, afin de laisser le temps de préparer les rapports d'enquête préalables à la sentence et les déclarations des victimes. L'audience du 15 décembre 2018 a suscité un vif intérêt médiatique. La salle d'audience 4A était bondée de journalistes, de défenseurs des victimes de violences domestiques et de membres du public qui avaient suivi l'affaire avec obsession. La sécurité avait été renforcée en raison des menaces proférées à l'encontre de Mariana et en sa faveur, reflétant la polarisation profonde de l'opinion publique face à son crime. Le juge Hendricks a commencé par autoriser les déclarations des victimes. Patricia Mitchell a pris la parole en premier, la voix brisée par l'émotion, pour décrire les ravages causés à leur vie. Elle a évoqué les traitements médicaux continus de son mari, le traumatisme psychologique qu'il subissait quotidiennement et la façon dont un seul acte de violence avait détruit leur sentiment de sécurité et de normalité. Elle a qualifié Mariana de monstre qui méritait la peine maximale. Thomas lui-même a soumis une déclaration écrite, lue à haute voix par le procureur. Dans cette déclaration, il a décrit la douleur physique qui restait constante, les médicaments dont il aurait besoin toute sa vie et la profonde humiliation causée par sa défiguration permanente. Il a écrit qu'il pardonnait à Mariana, non pas pour son bien mais pour sa propre tranquillité d'esprit, mais il a insisté sur le fait qu'elle devait assumer l'entière responsabilité de ses actes. La déclaration était puissante, le positionnant comme une victime gracieuse, recherchant la justice plutôt que la vengeance. La mère de Mariana avait pris l'avion depuis São Paulo, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas pour assister au prononcé de la sentence. Par l'intermédiaire d'un traducteur, elle a imploré la clémence, décrivant l'enfance difficile de sa fille, ses rêves d'une vie meilleure et la manière dont la vulnérabilité et les abus liés à l'immigration avaient façonné ses choix désespérés. Elle a fondu en larmes, suppliant le juge de considérer que Mariana avait déjà tout perdu et qu'une punition excessive ne servirait à rien d'autre qu'à la cruauté. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de faire une dernière déclaration, Mariana s'est levée et s'est adressée directement au juge. Elle ne s'est pas excusée. Elle a plutôt parlé des systèmes qui ne protègent pas les femmes immigrées et vulnérables, des abus qui ne sont pas signalés parce que les victimes craignent l'expulsion, et de l'insuffisance des recours juridiques lorsque les déséquilibres de pouvoir sont si extrêmes. Elle a reconnu que ce qu'elle avait fait était criminel, mais a soutenu que Thomas avait échappé à toute responsabilité pour des années de violence alors qu'elle avait été punie à chaque tournant. La juge Hendricks a écouté impassiblement, puis a rendu son verdict. Elle a reconnu la complexité de l'affaire et les préoccupations légitimes concernant la violence domestique et la vulnérabilité des immigrés. Cependant,
elle a déclaré sans équivoque que la mutilation préméditée ne pouvait être excusée par un traumatisme passé, aussi grave soit-il. La loi offrait des voies de recours, mais Mariana avait choisi de devenir une tortionnaire. La peine était de 25 ans dans une prison de l'État de Floride, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 15 ans. La condamnation pour coups et blessures aggravées entraînait 20 ans, l'enlèvement en ajoutait 5, et la violation de la liberté conditionnelle éliminait toute possibilité de peine concurrente. À 47 ans, Mariana aurait au moins 52 ans avant même d'être considérée pour une libération, et elle purgerait plus probablement la totalité de sa peine, sortant à 68 ans si elle survivait aussi longtemps. Mariana accepta la sentence sans émotion apparente. Elle fut conduite hors de la salle d'audience, menottée, jetant un dernier regard à sa mère en larmes avant de disparaître derrière la porte qui se refermerait derrière elle pour des décennies. Le consulat brésilien avait déjà indiqué qu'il n'interviendrait pas au-delà de la protection de ses droits fondamentaux pendant son incarcération. Au cours des mois qui ont suivi le verdict, plusieurs événements se sont produits. Thomas et Patricia ont divorcé discrètement. Elle a déclaré plus tard à une amie qu'elle ne pouvait pas concilier l'homme qu'elle pensait avoir épousé avec les récits qui avaient émergé pendant le procès. Thomas a déménagé en Caroline du Nord, cherchant l'anonymat et à s'éloigner de l'attention des médias. Il a accordé une dernière interview dans laquelle il a déclaré que Mariana et lui étaient tous deux des personnages tragiques dont les pires pulsions avaient détruit plusieurs vies. L'affaire a suscité des débats législatifs en Floride sur la protection des victimes de violences domestiques en probation ou en liberté conditionnelle. En particulier les immigrés dont le statut juridique les rendait encore plus vulnérables. Le nom de Mariana a été invoqué dans ces débats, mais les propositions ont finalement été bloquées en commission, jugées trop controversées sur le plan politique pour être adoptées. Mariana a été transférée à la Lowell Correctional Institution, la plus grande prison pour femmes de Floride. Selon des informations provenant de l'intérieur, elle restait discrète, travaillait à la bibliothèque de la prison et entretenait un contact minimal avec sa famille au Brésil. Elle aurait reçu régulièrement des lettres de victimes de violences domestiques qui la considéraient comme un symbole, même imparfait, de la résistance contre les agresseurs qui échappent aux conséquences de leurs actes. Le détective Foster, aujourd'hui à la retraite, a déclaré dans une interview ultérieure que cette affaire représentait un échec total de plusieurs systèmes. L'immigration, l'intervention en cas de violence domestique, la surveillance des personnes en probation et, en fin de compte, la justice pénale elle-même. Toutes les personnes impliquées, tant l'agresseur que la victime, avaient été laissées pour compte bien avant cette soirée de juin où la rage avait pris le dessus sur la raison. L'histoire de Mariana Cardoso dos Santos nous rappelle de manière sombre que les traumatismes non traités deviennent des traumatismes perpétués, que le cycle de la violence se poursuit jusqu'à ce que quelqu'un le brise ou qu'il les brise, et que la justice retardée se transforme trop souvent en vengeance. 2 vies ont été irrémédiablement détruites, des familles ont été brisées, et une communauté a été laissée face à des questions sans réponse satisfaisante. Au final, il n'y a pas eu de gagnant, seulement des degrés divers de pertes mesurées en années derrière les barreaux, des cicatrices physiques et psychologiques permanentes, et la conscience obsédante que tout cela aurait pu être évité si quelqu'un était intervenu avant que le désespoir ne se transforme en brutalité.